Donc, aujourd'hui, je vous présente livrer la sécurité une bouchée à la fois, une approche agile pour les PME. D'emblée, je ne m'attribue pas le titre d'expert comme pour une approche agile en PME. Ce que je veux aujourd'hui, c'est ouvrir des discussions. Je vais partager avec vous une méthode qui, pour moi, fonctionne dans le type d'entreprise que j'ai, puis dans l'entreprise dans les types de clients qu'on a aussi. Donc, c'est place à discussion, place à interrogation. Puis, ça se peut que mon modèle soit, il y a des questions qui vont vous soulever, puis qui sont, que je vais réviser à la fin de la séance aujourd'hui, puis que je vais me dire, hey, regarde, c'est vrai, telle étape, elle devrait être faite avant telle autre étape. Puis, ça va me faire plaisir d'ouvrir ces discussions-là avec vous. Donc, sans plus tarder, ITID, c'est qui? ITID, c'est un MSP, un MSSP, qui est certifié ISO 27001 depuis l'an dernier. 200 employés au Québec, à travers 8 succursales, alentour et sur l'île de Montréal. Un département de sécurité avec un centre de surveillance au niveau réseau qui est 24/7. Un cloud privé, un département de téléphonie, un département de câblage, tout ça offert à la grandeur du Canada pour nos clients. Qui je suis? Je suis une personne qui est dévouée, passionnée par la cybersécurité depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai participé à des CTF à travers le Hackfest, à travers le NordSec. Cette année, grande primeur, j'ai fait le CTF pour le ITSec. Ça a été notre première expérience. On avait une cinquantaine de personnes qui étaient présentes. Puis, à 3 personnes, on a eu beaucoup de fun à présenter ce CTF-là. Puis, on espère pouvoir reconduire l'événement l'an prochain. Plus de 15 ans en MSP et en MSSP. En fait, je n'ai fait que du multi-client dans toute ma carrière. Donc, ça me procure une expertise par rapport à la réalité que les MSP vivent. Puis, avec cette expertise-là, ça m'a permis d'aller vers la cybersécurité, démarrer un département de cybersécurité au sein de ITID. 200 gestions d'incidents majeurs en travers 10 à 500 employés et conduire la conformité ISO 27001 à travers les succursales de notre holding qui s'appelle Alan Allman et Associés, présent au Canada, détenu en Europe. Je vais mettre la table en partant. On va s'échelonner sur 5 événements qui ont été conduits au travers une dizaine d'années, une décennie environ, pour parler de ces phases-là, puis le plan qu'on utilise pour pouvoir amener nos clients à avoir la sécurité à travers eux. Je commence immédiatement, un des plus populaires selon moi, Desjardins. Tout le monde connaît Desjardins avec son exfiltration de données. Quelqu'un qui ne connaissait pas cet événement-là? Non! Il y en a un qui lève la main en arrière. Donc, Desjardins, exfiltration de données. Un des problèmes, c'est les employés malveillants, insider threats. Donc, c'est bien. J'ai un collègue qui me parlait pas plus tard que la semaine passée, puis il me dit je viens de commencer un nouveau travail en conformité et pas plus que 3 jours après le début de son travail, il est déjà en train de cogner à la porte de son superviseur, puis il demande c'est normal que j'aie accès aux données pour avoir accès les droits admin, par exemple, en travers l'entreprise. Est-ce que c'est normal que j'aie accès à ces types de données-là à travers toute l'entreprise? Ben oui, c'est dans le cadre de notre travail. Ça fait 3 jours que je travaille avec vous. Je pense qu'il y aurait une réflexion à avoir par rapport au temps où est-ce que je devrais avoir accès à toute l'entreprise pour pouvoir conduire mon travail. Puis, pas qu'il est malveillant, c'est juste qu'il est consciencieux de son travail, mais si ça avait été une personne malveillante qui aurait passé le processus complet d'embauche, puis en 3 jours, j'ai gagné mes droits admin, j'ai gagné les droits sur gérer les permissions sur le SharePoint, puis je peux faire à peu près ce que je veux.
Donc aujourd'hui, l'incident de Desjardins, ce que je veux vous démontrer, c'est que même à l'intérieur, même avec le bon processus d'embauche, même si on est ISO 27001, ça va au-delà de ça, de se dire que la sécurité doit débuter. On va mettre la table en chiffres, en pourcentage, pour savoir en sécurité au Québec à quoi ça ressemble. On a un tiers des compagnies qui ont révélé dans une étude de la FCEI qui ont été victimes de vol d'identité. On a un huitième dans ce même sondage-là de répondants qui ont été victimes de rançon logicielle. Et à la fin, on a 69% de moins en moins de ressources pour investir en cybersécurité dans les PME au Québec. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, pourquoi? Parce qu'au final, on se rend compte que même si nos PME veulent bien investir, veulent bien avoir l'expertise à l'intérieur, un des créneaux, c'est l'argent. On a parlé en début de séminaire, la macroéconomie, puis où est-ce qu'on s'en va. C'est réel, puis on en entend parler. Puis la solution, pas vrai. Je vais rester humble, ce n'est pas une solution, c'est une parmi tant d'autres. Mais le plan que je vous propose aujourd'hui, c'est justement d'aller avec des phases, de morceler un peu la sécurité à travers les PME pour pouvoir être capable de les approcher, pas non seulement avec un seul grand plan qui vaut des milliers de dollars, mais peut-être de le morceler en plusieurs phases et d'avoir une approche qui est un petit peu plus pragmatique avec eux pour leur dire, bien, regarde, on va cocher des étapes, puis on va se rendre jusqu'à la fin sur un plan en 3 ans pour pouvoir amener ces PME-là à se dire « j'ai une fondation en sécurité ». Ça ne sera pas une forteresse à tout casser, on ne répondra pas nécessairement à un standard en particulier, mais on va pouvoir dire « j'ai une fondation, je pars j'ai un point de départ », puis ensuite, on pourra bâtir sur cette fondation-là. Des menaces en croissance, des moyens en tension, c'est un dilemme pour nos PME. On a une méfiance, en fait, dans mon expertise, dans les clients que je travaille, je sens une méfiance envers les projets d'envergure chez nos PME. C'est difficile d'allonger des dizaines, des vingtaines de milliers de dollars d'une shot pour pouvoir faire des projets d'envergure. On a 29% du même sondage de la FCEI, des PME, qui allouent de 7 à 14% de leur budget total en cybersécurité. Puis il y a 65% qui affirment ne pas avoir de personnel qualifié en cybersécurité dans les PME aujourd'hui. On a besoin d'amener nos clients à un autre niveau. On le sait, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous venez vous informer de comment je peux amener mes clients à prendre le virage de cybersécurité, comment je peux amener ce discours-là. On l'a entendu dans d'autres discussions. Secure 01 en a parlé ce matin, si je ne me trompe pas, et de parler avec les membres du CA. C'en est une solution, d'amener cette réalité-là. On veut cibler les besoins. On veut qu'aujourd'hui, les PME québécoises... On veut que aujourd'hui, les PME québécoises qui font face à plusieurs types de menaces bien réelles puissent pouvoir être capables d'avoir un certain bouclier en avant d'eux. Et on veut les accompagner surtout avec ça. On va y aller en 3 étapes aujourd'hui. On veut émettre un diagnostic, mais une priorisation rapidement. On ne veut pas que ça prenne des mois, des semaines. On veut être capable de faire ça en quelques jours. On veut offrir quelque chose qui va être plus modulaire, puis qui va être complet à la fin de ces différentes phases-là. Et puisqu'on a un manque de personnel, où on va amener soit de l'intelligence artificielle, moi je vais l'appeler de l'automatisation, parce qu'au final, l'intelligence artificielle, ça va juste automatiser quelque chose à la fin. Notre deuxième incident
pour amener la table, ça va être Rogers. Qui a entendu parler de Rogers en juillet 2022? Quand même. Rogers, juin 2022, ce n'est pas nécessairement un incident de cybersécurité en soi au niveau technique. C'est un incident de cybersécurité au niveau réputationnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une mise à jour de maintenance qui a mis à terre leur propre réseau et dont le réseau 911. Donc, il y a un enjeu réputationnel qui fait partie des risques de cybersécurité, de s'assurer de comment on doit gérer tout ça. Première étape, phase 1. Dans ma phase 1, avec mes clients, je vais amener une posture de sécurité rapide. Je vais parler de la loi 25, comme quoi ils sont responsables de délivrer certains contrôles sur la loi 25. Je vais parler d'EDR, XDR, je vais parler de l'anti-spam avancé, du MFA, puis de la surveillance sur leur 365. Ça fait partie de ma première phase. S'ils cochent tout ça, on va passer tout de suite à la deuxième phase. Je ne leur demande pas s'ils ont mes propres produits, je vais leur demander plutôt « t'en as-tu » Puis dans le « t'en as-tu », c'est parfait, hey, on coche ça, on va passer au prochain point pour qu'éventuellement, on puisse se rendre jusqu'à la phase 5. Donc, dans ma première phase, qu'est-ce que je veux? Je veux prioriser mes incidents, prioriser en cas d'incident, savoir s'ils ont leur asset critique. Je veux savoir s'ils sont efficaces. Ça veut dire de se concentrer sur une menace qui est probable pour eux. Soit des groupes de threat actors, soit des types que j'ai identifiés, par exemple des malwares. Est-ce que c'est de la surveillance au niveau du EDR pour voir est-ce qu'on a des alertes, est-ce qu'on a une surveillance de ces alertes-là. Ce qu'on veut aussi, c'est s'aligner avec la vision. Donc, est-ce qu'à l'interne, la direction va aller parler avec ses propres équipes internes pour aller voir, hey, j'ai-tu des gens que dans l'entrepôt, ils rentrent puis ils sortent, puis il n'y a personne qui sait c'est qui ces personnes-là. Peut-être qu'on va ouvrir ce message de discussion-là. Est-ce que les KPI sont est-ce que mon client parle de KPI? Donc, est-ce que moi, en tant qu'MSSP, je parle de mes KPI avec mes clients? Je ne dis pas de passer 2 heures à expliquer c'est quoi les KPI. On peut-tu en cibler 3? J'ai-tu des menaces? Ils ont-tu été détectés? Puis, est-ce qu'on les a corrigés? C'est tout aussi simple que ça. On parle à un exécutif, on parlait dans Secure 01 de parler au CA puis de vulgariser notre langage technique, mais c'est un peu ça. On ne veut pas nécessairement les assommer, on veut juste savoir les mettre au courant de ce que moi, en tant qu'MSSP, j'ai découvert. Puis si vous êtes un client aujourd'hui, puis que vous avez un MSSP, parlez-lui. Parlez-lui. Hey, on a-tu des incidents qui sont arrivés? C'est quoi mes incidents? Qu'est-ce qui a été bloqué? Qu'est-ce qui n'a pas été bloqué? Puis qu'est-ce qu'on a pris comme mesure pour remédier à tout ça? Puis en terminant, ce qu'on veut, c'est s'assurer que les plateformes qu'on a sont optimisées en configuration. Une vision structurée des risques cyber. Je parle de mon plan de directeur qui est un audit express. Je prends 25 points, puis je les ai énumérés, tout ça. Puis ensuite, ça me permet de savoir est-ce que j'ai un EDR, est-ce que j'ai un anti-spam évolué, est-ce que mon anti-spam évolué, il fait du sandboxing, est-ce que je regarde avec un API directement dans ma boîte ou est-ce que j'intercepte les messages pour pouvoir les analyser puis les retransmettre dans 365 ou dans Google? Chaque vision a des pour puis des contre. L'important, c'est d'être capable de les expliquer puis d'être capable de pouvoir dire à mon client, voici moi ma solution, elle est comme ça, la tienne, elle est comme ça. Si tu es capable de vivre avec les contres d'une des deux solutions, good job. Je veux dire, le but, c'est de mettre en place puis de partir à quelque part. Il faut arrêter en tant que MSSP de vouloir pousser dans la gorge les produits absolument. C'est pas nécessairement un bienfait pour le client. Si le client a déjà quelque chose qui coche les cases de sécurité, commençons par travailler avec ce qu'il a. Puis ensuite, on va penser à upseller vers nos produits parce que c'est plus facile, puis on va mettre les avantages de pousser nos propres produits parce qu'on est 80-85% du temps dans ces plateformes-là. Mais pour débuter, on peut-tu travailler un peu, quelque temps,
avec l'outil qu'ils ont en place parce qu'ils cochent nos cases de sécurité. Puis avec ça, le client il a moins peur, puis il va se sentir en sécurité, puis il va se dire « Hey, en fait, j'ai fait pas un mauvais choix. Je suis capable de vivre avec ça, puis mon équipe de MSSP, elle va vivre avec ça aussi. » Mais il va comprendre au fil du temps que ouais, ben, au niveau main-d'œuvre, il passe plus de temps dans mon outil parce que ce n'est pas le sien, parce qu'il ne fait pas 85% de son temps dans l'outil pour moi. Ça, c'est un des gros avantages, mais on peut l'amener juste par après. Notre troisième, London Drugs. Quelqu'un connaît London Drugs? Oui? Moi, je ne le connaissais pas. Je vais être honnête avec vous. Victime de rançon logicielle. Donc, London Drugs, l'événement a duré plusieurs mois. Ils se sont infiltrés, se sont établis, ils ont réussi à encrypter vers des supports externes. Donc, on peut penser à de l'exfiltration de données. Ce qui va nous amener à ma deuxième phase. Ma deuxième phase va être une phase un peu plus soit externe ou moins contrôlable. Donc, on va parler de scan de vulnérabilité externe, on va parler du périmètre, on va parler des permissions. On va parler de filtrage DNS, on va y aller avec la campagne d'hameçonnage puis de la gestion d'identité pour le TSP ou le MSP. Le TSP, c'est un Technology Service Provider, donc on est un peu plus global que juste du multiservice. Je mets de l'emphase tout de suite à ma phase 2 sur le fait que tous les points que je vais énumérer dans cette pyramide-là, ils sont tous importants. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai dû m'asseoir avec mon équipe puis faire, malgré qu'ils sont tous importants, il faut commencer quelque part. Puis ça se peut que vous dites, hey, moi, les campagnes d'hameçonnage, je mettrais ça en premier pour X, Y raison. Puis c'est pas mal. C'est juste que moi, avec l'équipe, on a décidé que nous, on partait avec d'autres choses, puis après ça, on graduait. Donc, dans nos MSP ou nos personnes techniques aujourd'hui vendent des EDR, peu importe la marque. Parfait. Dans vos EDR, qui de vous vend avec un SOC obligatoire? Qui regarde les alertes à ce moment-là? Est-ce que c'est votre client ou c'est vous? C'est vous? Donc, excellent. Donc, même si vous ne vendez pas un SOC, dans le fond, vous vendez votre propre service de surveillance. Fait que c'est correct. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui les surveille. Parce que si on fait juste vendre un EDR, si je fais juste mentionner qu'il y a des alertes, mais qu'au final, il n'y a personne, ou je vous donnez la responsabilité à votre client qui déjà s'en remet à vous pour à peu près la majeure partie de son infrastructure, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Nous, on a privilégié l'aspect de se dire, quand on vend un EDR, il y a absolument un centre de surveillance qui doit être mis de l'avant. C'est notre façon de faire, puis ça fonctionne très, très, très bien. Puis nos clients sont super satisfaits, il y a toujours une vigie qui est faite. Même chose au niveau des sauvegardes, des alertes au niveau du filtrage DNS, il y a un blocage, bien, on a une alerte suite à ça. Et pour terminer, bien, on a notre sensibilisation, la campagne de sensibilisation hameçonnage qui est faite axée sur l'intelligence artificielle pour la prévention, les campagnes de formation et j'en passe. Des questions jusqu'à présent? Non, ça va? Good. AgroPure, tout le monde connaît AgroPure. Exposition de données en juin 2024. Sûrement que jusqu'à présent, les 4 compagnies qu'on a nommées, là, ils ont des budgets pour pouvoir avoir les outils de sécurité en place pour éviter tout ça. Mais on n'est pas à l'abri présentement. Il n'y a pas de... vous l'avez sûrement entendu, c'est pas si un client va se faire attraper, c'est plutôt quand. Ça peut être demain, ça peut être plus tard, mais un jour ou l'autre, il va avoir un événement de sécurité. À différencier d'un événement d'un incident, l'événement va être avant un incident, puis on va confirmer après l'événement qu'il s'est passé réellement quelque chose, donc ça devient un incident de sécurité. Donc il peut y avoir plusieurs événements, mais qui ne conduisent pas à un incident. Moi, je calcule que la question à se dire, c'est quand est-ce que je vais avoir un événement de sécurité. Dans ma phase 3, je vais y aller un peu, là on commence à être quand même assez mature chez le client.
On va aller avec une conformité et la gouvernance. On va amener du Zero Trust applicatif, un scan de vulnérabilité web, surtout s'il est à l'externe. Je vais le mettre en phase 3. S'il est hébergé à l'interne, je vais sûrement le ramener plus proche de ma phase 1. Et un scan de vulnérabilité interne. Juste faire attention. Tantôt, je parlais dans ma phase 2, je calcule l'externe beaucoup plus prioritaire par rapport à mon interne. Pourquoi? Parce que mon externe, c'est mon périmètre. Donc, je veux m'assurer que mon périmètre qu'il est bien fermé. Et je vais ensuite y aller dans ma phase 3 avec le scan de vulnérabilité interne pour pouvoir faire mon plan puis ma cartographie de vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans notre plan? Bien, on veut qu'il soit clair. On veut s'assurer de rester en contrôle de la progression. Donc, si vous avez remarqué, j'ai 5 phases dans mes étapes. Donc, c'est important d'expliquer chacune des phases à votre client. Si votre client est capable d'absorber beaucoup d'informations longtemps d'avance, tant mieux. Moi, j'aime mieux y aller par une étape à la fois. Je lui parle de cette étape-là. Je vais lui donner un plan beaucoup plus global pour la deuxième, troisième année. Mais dans la première année, je vais sortir toutes mes soumissions. Puis on va discuter de ces soumissions-là, puis la faisabilité. Ça se peut qu'il m'arrive, « Moi, mon budget cette année, c'est 3 000. » Parfait, qu'est-ce qu'on va faire pour 3 000? Bien, on va sélectionner les projets pour 3 000, puis on va commencer avec ça. J'aime mieux commencer avec un budget de 3 000 qu'un budget de 0. Et sa posture va déjà être plus améliorée avec son budget de 3 000 que d'avoir 0. S'il y a 50 000, on fera des projets pour 50 000. Mais à la base, on doit travailler un peu avec ce que le client nous donne comme moyen, comme ressource, que ce soit financière ou de TI interne, par exemple. Adaptez vos réalités d'affaires. Il n'y a pas une solution unique. C'est difficile de faire du steak blé d'Inde patate en sécurité. Le modèle que je présente aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne 80% du temps. Mais mon 20% restant, bien, à la base, ce sont des clients qui sont différents de mon steak blé d'Inde patate. Ils sont soit plus gros, soit trop petits. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de sécurité. On va juste s'adapter à leur réalité à ce moment-là. Puis, on peut quand même se baser sur un modèle qu'on a prédéfini. Celui que je discute avec vous autres aujourd'hui en est un. Et à partir de là, on peut interchanger puis aller un peu plus loin si c'est nécessaire. Donc, on veut respecter le budget du client, c'est ce qui est important à la base. Donc, puis c'est important de mentionner à votre client qu'il conserve le contrôle. C'est pas le MSP qui va driver le show à lui tout seul. Au final, c'est son risque, ses ressources, son budget à lui. Si lui, il dit en plein milieu de l'année, je coupe le budget, puis that's it, that's all, ben, j'ai les mains liées, puis j'avance plus dans le projet. La seule chose qui me reste, c'est je reviens à mon rôle de conseiller, puis je vais lui réexpliquer les enjeux, puis je vais lui réexpliquer le risque qu'il va encourir par rapport à ça. Mais si lui, il décide qu'il coupe les valves, il coupe les valves. Je suis désolé, mais regarde, on se reparle peut-être dans un mois, puis quand tu auras débloqué tes budgets. Mais notre rôle, à la base, il est de conseiller le client, puis de bien le conseiller avec les risques qu'il va encourir par rapport à ça. Notre quatrième cas, CDK. Quelqu'un connaît CDK? Oui? CDK, c'est un logiciel dans le secteur automobile. Donc, victime de cyberattaque, extraction de données, encore une fois, fichiers confidentiels. Est-ce qu'il était mal protégé? Dieu, seulement eux autres qui peuvent le savoir et qui vont répondre à cette question-là. Mais par contre, c'est encore des données qui ont été exfiltrées. Grâce à la loi 25, bien, on a plus d'informations aujourd'hui qu'on en avait en 2019 sur ces types d'incidents-là. Ma quatrième phase, on va y aller dans une surveillance globale. Je parlais de mon EDR. Je parlais de mon EDR tantôt qui était surveillé. Mon EDR, oui, il est surveillé, mais je surveille juste l'EDR. Donc, plus tard dans mes phases, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais amener d'autres surveillances. On a parlé de la surveillance 365 dans ma première phase. Première phase, on a parlé aussi de l'EDR. On va amener des données pour faire de la corrélation avec le SIEM, par exemple. Mon 2 facteurs, mes campagnes d'hameçonnage,
le périmètre, donc routeur, UTM. Je vais tout amener ces données-là dans mon SIEM. Et notre partenaire, dans le fond, lui, va faire la corrélation entre ces différentes données reçues-là. Donc, s'il y a quelque chose qui est en train de se passer, souvent, ben, ça va passer en dessous du radar. Pourquoi? Parce que c'est des alertes qui sont plus générales, donc en P4 ou en P3, mais sur un court laps de temps. Et avec d'autres types d'informations, mais on pourrait corréler que, ben, voici, il est en train de se passer telle catégorie d'attaque, et là, ça devient une P2 ou une P1. À ce moment-là, ben, selon le playbook, le chemin ou l'information recueillie, on va soit appeler le client nous-mêmes, soit le partenaire va appeler le client directement. Test d'intrusion, ben, c'est là qu'on devient, après avoir fait un peu de conformité, de gouvernance, on a géré nos vulnérabilités, on a la cartographie des vulnérabilités. On est prêt à proposer à notre client un test d'intrusion. Okay? Je ne me rappelle plus, le cercle numérique hier au dîner parlait justement de la différence des tests d'intrusion, gestion des vulnérabilités. Moi, je suis dans une vision que, avant de savoir si je suis capable de passer par la fenêtre qui est brisée, il y en a-tu juste une ou il y en a 10 fenêtres de brisées? On va commencer par colmater ce qui est visible, ce qui est très visible dans le fond, puis qu'on peut facilement bloquer. Puis ensuite, on regardera, hey, j'ai-tu quelque chose que j'ai oublié? Puis là, à ce moment-là, on va faire le test d'intrusion pour voir c'est quoi la traque que j'ai oubliée. Certification de gouvernance. Donc, on a fait de la conformité, on a fait de la gouvernance en phase 3. Il est présentement temps de demander à notre client est-ce qu'il va aller chercher une certification par rapport à ce qu'on a mis en place. Donc, certifier, accréditer votre entreprise, surveiller la surveillance globale, puis la validation du point de vue du pirate, c'est ma phase qu'on vient de discuter. Dernier incident, Park and Fly. Ceux qui voyagent, exposition de données. Donc, il n'y a pas nécessairement eu de rançon logiciel, mais ils ont exposé des données. Donc, ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire parce que j'ai fait une mauvaise configuration. Ça peut se faire parce que j'ai malheureusement oublié de le configurer ou tout simplement, ben, c'est une faille, une brèche de sécurité qui est arrivée. Et ma dernière phase, pour moi, ben, c'est la consolidation des produits et services, puis la remise en question. La remise en question, pour moi, ben, on repart à l'étape 1, puis on challenge tout au complet, la stack au complet pour savoir est-ce que c'est encore valable, est-ce que la configuration est encore bonne, est-ce que ça l'a changé. Puis on va repartir comme ça à peu près aux 3 ans ou aux 5 ans, tout dépendamment que le client, qu'est-ce qu'il veut, qu'il aura décidé avec vous. Je vais aller un peu plus vite. Aujourd'hui, je suis très humble. Quelqu'un connaissait Elpoix avant aujourd'hui? Oui? Elpoix, août 2022, on a été victime d'un rançon logiciel. Aujourd'hui, je me présente devant vous, pas en vous disant que c'est difficile ou que c'est facile. Je ne suis pas en train de vous dire que mon plan fonctionne à 100%, mais il y a une chose qui est sûre, chaque événement qui devient un incident, il y a une possibilité de s'en sortir, puis de rester, puis de retomber sur nos pieds ensuite. Et ce qu'on a mis en place depuis Elpoix nous a amené à avoir un département à 100% dédié en sécurité, à avoir un programme qui nous démontre que c'est facile de pouvoir approcher en morcelant la sécurité en plus petites bouchées pour nos clients. Et on a beaucoup de clients qui maintenant adhèrent à nos services de sécurité par rapport à tout ça. En terminant rapidement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération, qui nous aide partout. Mais à faire attention, en faisant mes slides, il m'a inventé 7 cas en cybersécurité qui étaient inexistants. Donc, révisez, s'il vous plaît, vos données quand vous faites l'utilisation de ChatGPT. Et en terminant, ben, un MSSP pour vos clients, ça devient la base de plus en plus. Il faut pouvoir les accompagner, nos PME.
On n'est pas très bien coté au Québec par rapport à la sécurité informatique. On se doit, en tant que communauté, de s'entraider dans des forums comme aujourd'hui et partager l'information de ce qui marche chez un, ce qui marche chez l'autre, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour notre avenir. Si vous êtes intéressé, vous êtes client, passez à notre kiosque de iTeed. On a une petite promotion sur les postures de sécurité. Donc, ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous pour les dernières heures qui restent à notre forum. Merci beaucoup.